population et peut-être, en tout cas, du côté de la santé publique, réduire le nombre de personnes qui interviennent, Très bien. recentrer le message. On appelait ça faire les M&M, le ménage dans les messages. Excellent. Alors voilà, le ménage dans les messages qui commence. On écoute Christian Dubé, ministre de la Santé. Merci les mordus. À demain. Prononcer une courte allocution, après quoi il va répondre aux questions des journalistes en français et en anglais. Le docteur Arruda est aussi disponible pour répondre aux questions des membres de la presse. Prenez votre temps, on n'est pas en direct à la radio ni à la télé. Merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. Alors, premièrement, je voudrais faire le point sur nos fameuses zones d'intervention, nos zones d'alerte, et de vous dire, pour commencer, que on a annoncé que plusieurs régions dans les derniers jours passaient aux zones oranges. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de vous indiquer qu'il y a encore des changements qui se font, mais qui se font parce qu'il y a certaines régions qui sont vraiment sur notre radar, où il y a des variations qui sont très rapides. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les derniers jours, il y a des fluctuations importantes. Et on a constaté, puis je vous le dis depuis plusieurs semaines, c'est pas uniquement le nombre de cas qui nous justifie de faire des changements, mais c'est aussi le nombre d'éclosions. Puis je pourrais être peut-être plus spécifique dans la période de questions si vous le voulez. Alors pour ces raisons-là, je vous annonce aujourd'hui que 2 nouvelles régions deviennent oranges. Il s'agit de Laval et de la région de l'Outaouais. Ainsi, la santé publique a identifié que le centre du Québec là, va passer du vert au jaune. Alors donc, on a 3 régions qui sont impactées par ces changements-là. Les 2 premières que je viens de mentionner, Laval et l'Outaouais qui passent à l'orange, et le centre du Québec qui passe du vert au jaune. Bon. Mon deuxième point aujourd'hui, c'est que les actions que l'on pose aujourd'hui qui font passer ces régions-là à un niveau supérieur démontrent que nous avons constaté des choses qui étaient dérangeantes, je dirais, dans les derniers jours. Et je le dis, le début de cette deuxième vague-là n'est pas du tout comme la première vague. Et on voit que des régions qui ont été épargnées dans la première vague, et je vais vous montrer un graphique, là, je sais que ça va être peut-être difficile de le voir, mais je vais commencer à vous montrer maintenant au cours des prochains jours beaucoup plus une analyse régionale des courbes que la fameuse grande courbe qu'on montait du passé. Vous vous souvenez, au cours des dernières semaines, on regardait ce qui s'était passé dans les premiers mois, puis on voyait qu'on était très stable dans la période courante. Mais ce que vous voyez, puis je vais vous donner 2 exemples de régions qui sont dans l'orange, et vous voyez que, par exemple, la capitale nationale, ça avait été presque épargné dans la première vague. Puis regardez en ce moment, là, quand on met, j'ai mis les lignes pour indiquer, puis je pourrais y référer, mais regardez là, comment la capitale nationale a un comportement complètement différent de ce qu'on a vécu dans la première vague. Je saute ici pour revenir, je reviendrai à Montréal tout à l'heure, mais regardez au niveau de Chaudière-Appalaches, la même chose. Presque épargné durant la première vague, et là, vous l'avez vu dans Chaudière-Appalaches, on a eu des éléments, notamment à Thetford-Mines, etc. Et la raison pour laquelle on veut de plus en plus vous informer sur une base régionale, c'est pour vous montrer comment cette deuxième vague-là, elle est très différente. Mais en même temps, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne nouvelle, mais ce qui est intéressant, c'est que les Québécois, lorsqu'ils se reconnaissent plus dans une région que lorsqu'on leur parle de l'ensemble du Québec, on revient à la responsabilisation dont on parlait. Puis moi, ce que j'ai entendu beaucoup dans les dernières semaines, les gens disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est notre rôle d'informer beaucoup plus qu'est-ce qui se passe dans les régions spécifiques. Alors, je voulais vous donner ce premier facteur-là, et là, je vous le montre ici, mais là, on a développé, puis là, ça prend toujours 1 ou 2 journées pour s'ajuster sur nos sites web, mais ces éléments-là vont être présentés de façon beaucoup plus claire, parce que là, je vois
des gens qui se plissent les yeux pour bien voir sur les graphiques. Je pourrais vous le partager tout à l'heure, mais je vous dirais de toute façon, les graphiques vont être rendus disponibles cet après-midi. D'ailleurs, ils devraient être, ou bien s'ils ne sont pas en ligne, devraient l'être dans les prochaines minutes. Mais je voulais vous donner ce concept-là parce que, premièrement, je vous dirais que cette nouvelle vague-là, elle est différente de la première. Elle est différente pour les régions, mais elle est aussi différente pour ce qu'on appelle les milieux. Hein? Rappelez-vous, dans la première vague, on avait vraiment eu un impact malheureux dans les milieux de vie, aussi dans les milieux de soins, mais ce qu'on appelle nos milieux de vie, nos CHSLD et nos RPA. En ce moment, on n'est pas là du tout. On n'est pas là, c'est vraiment pas là que ça se passe. C'est ce qu'on appelle vraiment la contagion communautaire. Puis le docteur Arruda pourra revenir là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième grande différence de cette deuxième vague-là. Et la troisième, bien, vous le savez parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines, c'est l'âge des gens qui sont infectés. On a vraiment un retournement de la première vague où c'était les personnes vulnérables parce que la contagion communautaire les voyageurs étaient rentrés directement et les personnes plus vulnérables avaient été impactées. Là, maintenant, quand ça arrive, notre système de prévention est beaucoup plus fort et c'est sûr qu'on peut résister plus longtemps. Je ne dis pas parfaitement parce qu'on voit qu'on est affecté, mais on est vraiment en ce moment dans une contagion communautaire. Alors, la raison pour laquelle je veux qu'on précise ça, c'est que la journée que les gens comprennent qu'on a ces grandes différences-là dans la deuxième vague, je pense qu'on peut travailler autrement. Mais je vais vous dire ce qui me préoccupe le plus, ce qui nous préoccupe le plus, puis je vais être très, très clair là-dessus, c'est que la contagion communautaire, même si en ce moment, elle n'affecte pas directement un grand nombre de décès ou un grand nombre d'hospitalisations, elle nous fait très mal. Puis ça aussi, je vous dirais presque aux Québécois, je m'excuse de répéter, mais quand cette transmission communautaire finit par impacter du personnel de la santé, puis elle peut l'impacter soit directement, parce qu'on l'a vu, ça peut être un enfant qui est contagieux, qui le donne aux parents, il y a toutes sortes de combinaisons, mais c'est aussi parce que même si l'âge des personnes infectées sont plus jeunes, ça va finir par se rendre aux personnes plus vulnérables. Donc, je le répète, notre système de santé est vraiment mis à mal par cette contagion communautaire-là. Et vous l'avez vu, puis là, je vous donne l'exemple de Québec. Québec n'a pas connu ça dans la première vague. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières semaines à Québec? Bien, c'est des troubles au niveau du système hospitalier. Il a fallu être capable de déplacer, malheureusement, des infirmières. Il a fallu prendre déjà des décisions de délestage. Là, on est en train de se réajuster. Mais c'est pour vous montrer que cette contagion-là communautaire, elle est en ce moment très importante, mais qu'on n'a pas du tout le même genre de situation qu'on avait entre le mois d'avril et le mois de juin, je dirais. Bon. Le deuxième point que je voudrais faire aujourd'hui, puis qui est en ligne avec ce qu'on a discuté dans les dernières semaines. Rappelez-vous, quand on a présenté le code de couleur, on a dit, pour nous, il y a 3 critères. Je les résume, là. Le nombre de cas, il y en a d'autres, là, mais dans le premier critère, c'est le nombre de cas. Dans le deuxième critère, c'est le nombre d'éclosions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va vous donner encore plus de détails sur le nombre d'éclosions. Mais le troisième, c'est l'impact sur notre système hospitalier. Bon. Demain, les journalistes sont invités. Il va y avoir une présentation de l'INES qui remet régulièrement quand même son modèle, je vais l'appeler son modèle d'hospitalisation, et qui a été fait, dont moi j'ai pris connaissance là, en détail dans les derniers jours, qui va être déposé demain, où les journalistes peuvent avoir un briefing technique. Là, je ne sais pas c'est quoi l'expression briefing technique qui est la meilleure. Et là, par la suite, parce que maintenant, on a assez de mouvements pour justifier de mettre les hospitalisations à jour, pour voir dans un délai
de 30 jours, qu'est-ce que la situation actuelle peut avoir comme impact dans le système hospitalier. Donc, on va avoir de façon très transparente maintenant les cas, ce que je répète, les éclosions et le système hospitalier. Et comme je vous dis, s'il y a des questions à partir de demain, et ça, cette mise à jour-là va se faire à toutes les semaines en fonction des résultats de la dernière semaine. C'est parce que ce que l'INES fait, c'est qu'elle prend, là, demain, ça va être la semaine du 13, je crois, qui va être remis à jour pour la semaine du 20. Et là, plus 31 jours, on voit quelle est la fourchette, si tout va bien ou si c'est plus difficile, quel est l'impact sur le nombre de chambres d'hôpital dont on aurait besoin. Ça va pour ça? Ça, c'est le deuxième point. Bon, maintenant, mon sujet préféré, le dépistage. Bon, alors, le dépistage. Là, il faut que je regarde parce que je l'ai à jour maintenant assez souvent, vous pouvez imaginer. Mais avant de le regarder, je vais vous donner quelques éléments qu'on a travaillés dans la dernière semaine. Premièrement, je pense que nos délais d'attente se sont stabilisés. Bon, vous allez me dire, dans la fin de semaine, c'est pas toujours un bon indicateur, mais on a eu quand même le fait qu'on a mis des zones qui sont passées soit de verte à jaune ou de jaune à orange. Je pourrais vous dire là, que dans nos 176 centres de dépistage, on a eu quand même une stabilisation de nos délais d'attente, mais à la baisse. Bon, ça, c'est la première chose. Puis je pourrais vous donner quelques statistiques dans la période de questions. Mais je vous dirais aussi qu'on travaille très, très fort à améliorer, puis je vais me répéter, sur nos 3 processus. Puis tout à l'heure, dans mon 3e point, vous allez comprendre qu'est-ce que je fais avec le 3e processus. Mais ce qu'il faut faire, pour moi, c'est en amont puis en aval, donc aux 2 bouts du processus, donc lorsqu'on accueille les gens, lorsqu'on se prépare à prendre le test, etc., et lorsqu'on donne... On n'est pas assez informatisé. Ça, c'est sûr, là, on est vraiment dans une autre époque. Et moi, j'aurais pensé qu'on aurait pu mettre nos systèmes à jour plus rapidement. On est en train de considérer autre chose pour être capable d'aller plus rapidement dans une plateforme informatique. Je ne peux pas plus vous en parler de ça parce que j'ai besoin de m'assurer qu'on va le livrer correctement dans un temps raisonnable. Mais on y travaille depuis quelques semaines. Puis je pense qu'on va avoir des résultats très intéressants. Je pense qu'on va passer au 21e siècle là, dans les prochaines semaines avec ça. Je vous dirais aussi que on travaille, puis je vais le répéter, dans la partie centrale. Tout le monde a le même problème. On a acheté de l'équipement. On a de la misère à se faire livrer de l'équipement de labo. Les ententes avec les fournisseurs viennent avec du matériel qu'il faut acheter. Alors, il y a un enjeu qu'il faut travailler là-dessus. Je pense qu'on a été capable de servir 25-30 000 tests par jour, mais on n'avait pas l'équipement pour faire 25-30 000 tests par jour. Alors donc, on a besoin de s'ajuster, puis on va le faire dans les prochains jours. On y travaille très fort. Maintenant, on a besoin d'améliorer la partie test, mais la partie traçage. Alors, j'ai un message très important pour les Québécois aujourd'hui. Je suis certain que je n'ai pas la même façon de convaincre les Québécois que mon premier ministre. Alors, je vais le faire humblement en disant que je fais un appel aux Québécois. Et je fais un appel aux Québécois, comme on le fait par le passé, et de venir s'inscrire sur notre site « Je contribue ». Il y a 2 types de personnes que l'on recherche. Pour les tests, donc la partie test, ce qu'on recherche, c'est particulièrement... je vais vous nommer les spécialités, là. C'est vraiment des audiologistes, des dentistes, des diététistes qui sont nutritionnistes, des hygiénistes dentaires, des orthophonistes, des physiothérapeutes, des infirmières auxiliaires, des technologistes médicaux et des sages-femmes. Pourquoi que j'ai précisé ceux-là? C'est qu'en discutant dans le réseau, il y a plusieurs de ces personnes-là qui sont à la retraite. Puis qui sont à la retraite et pour qui, des fois, on l'a entendu, de revenir de la retraite pour un emploi
très exigeant de faire des factions de soir ou de week-end, alors que lorsqu'on parle de tests, c'est dans un environnement qui est, je dirais, relativement agréable là, pour quelqu'un qui connaît ça, mais aussi qui peut le faire à des heures assez intéressantes et qu'il n'y a pas à... Tout ce qu'on va demander, c'est d'avoir un engagement de quelques semaines pour qu'on puisse planifier ces gens-là. Et ce qu'on nous a expliqué, après avoir testé l'idée avec des associations de retraités, c'est qu'il y avait beaucoup de gens que ça pourrait intéresser. Donc, je le répète, pour la partie test, il faut avoir ces qualifications-là. Et nous, on va faire rapidement pour centraliser cette information-là et après ça, la répartir pour s'assurer que le suivi va se faire des gens qui ont téléphoné. Là, on va le répartir selon le lieu de travail que les gens voudraient avoir dans les bons CIS ou CIUS, parce que quelqu'un qui donnerait son nom à Rimouski ne veut pas nécessairement travailler à Montréal, mais on va s'assurer de cette mécanique-là. Donc, ça, c'est pour la partie des tests. Maintenant, pour la partie des enquêtes. Vous l'avez vu, plus notre nombre de cas monte, vous comprendrez que, puis j'ai dit qu'on avait un nombre plus grand d'éclosions, bien, c'est sûr qu'on a plus d'enquêtes à faire. Puis quand je donnais l'exemple l'autre fois qu'une seule éclosion peut amener jusqu'à 300 enquêtes, vous pouvez imaginer qu'en ce moment, on a besoin de plus d'enquêteurs. Alors là, c'est des personnes différentes dont on a besoin. Puis on l'a vu ici à la Ville de Québec, ils ont eu la bonne idée de faire appel à des policiers à la retraite. Donc, c'est des gens qui sont habitués de faire des enquêtes. Et ce qu'on pensait, par exemple, d'autres types de personnes qui ont de l'expérience en enquête là, ou en sondage de toutes sortes, je pense que les gens vont se reconnaître. Je voudrais pas que les gens soient déçus s'ils appellent puis disent, ben j'ai pas d'expérience puis je voudrais le faire. Là. Au niveau des enquêtes, ça prend une certaine base. Mais je vous dirais, en cas de doute, appelez-nous, prenez contact avec nous et on publiera là, sur le site web là, dans les prochaines minutes l'endroit où vous pouvez nous contacter. Parce que dans le fond, s'il y a une formation à faire, particulièrement, je dirais, pour les enquêtes, on va la faire. Fait que les gens, non seulement vont être rémunérés pour le travail qu'ils font, mais on va aussi avoir une période de formation parce qu'on va en avoir besoin pour les prochaines semaines. Je ne pense pas que j'oublie de point là-dessus. Donc, en conclusion, je sais qu'on vous en demande beaucoup. Je sais que les périodes sont difficiles depuis le mois de mars. On entend beaucoup les gens qui se disent, bon, mon Dieu, on pensait qu'on en était sorti, puis là, on voit que la courbe recommence à monter. Moi, je dirais aux Québécois, écoutez, on va se battre chaque jour, pour arrêter cette augmentation-là. Je veux qu'on soit réaliste. On a eu une petite baisse avec les résultats d'aujourd'hui. Là, c'est encourageant, mais je voudrais pas qu'on se réjouisse trop vite parce que souvent, vous savez, ce qui suit une fin de semaine, on a un petit peu moins de tests qui ont rentré. Je voudrais qu'on reste vraiment sous nos gardes. Je pense les gens ont fait un effort important dans les dernières semaines, mais je veux repasser mon message et c'est pour ça qu'on va avoir une approche vraiment régionale dans les prochains jours. Chaque Québécois peut faire une différence dans son coin. Puis, je vais vous dire, on va marteler ce message-là. Puis, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct, bien, donnez donc le bon exemple par le fait que vous le faites vous-même. Vous n'avez pas à faire un procès, mais vous avez simplement à dire que c'est important parce que notre système de santé, je le répète, il est très fragile, puis on veut donner un coup de main à notre personnel. I'll say a few words in English. Quelques mots en anglais. Nous annonçons aujourd'hui que Laval et l'Outaouais sont en train de passer à l'orange. Également, la santé publique a identifié que le centre du Québec devrait passer du vert au jaune. Nous avons remarqué que le début de cette deuxième vague n'est pas comme la première vague. Nous constatons que les régions qui ont été épargnées, telles que la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, pendant la première vague, sont maintenant très touchées par le virus. Et je l'ai démontré dans les graphiques que j'ai montrés et ils seront disponibles sur notre site Web. J'aimerais être bien compris. Pourquoi la transmission communautaire nous préoccupe?
Dans ce phénomène, cela affecte le personnel de notre santé, de notre réseau de santé. Et cela exerce beaucoup de pression sur un réseau qui est déjà fragile. Et donc, en parlant de notre santé, l'INES va publier des projections de notre capacité hospitalière demain. Et j'aimerais rassurer tout un chacun que pour l'instant, nous sommes en sécurité et les projections démontrées demain, c'est pour quelques simulations sur 30 jours. Il y aura également un exposé technique avant la présentation demain. J'aimerais également parler du dépistage et des enquêtes. Nous avons travaillé depuis la semaine dernière visant à augmenter notre capacité de dépistage, mais c'est insuffisant. Nous voulons également offrir d'autres solutions dans les jours, dans les semaines à venir. Et finalement, là où j'aimerais être plus rapide, c'est notre capacité à faire le traçage. Donc, pour nous aider à cet égard, j'ai un message important à transmettre aux Québécois et aux Québécoises. Nous invitons les gens qui ont les profils suivants à s'enregistrer sur Je contribue. Et ces profils, je vais les expliquer sur le site Web. Donc, j'aimerais être bien compris. La situation est difficile, mais chacun et chacune d'entre nous, à tous les jours, nous pouvons vraiment changer le cours des choses. Je sais que les Québécois et les Québécoises ont été solidaires lors de la première vague et j'ai confiance que vous êtes en mesure de nous aider à endiguer ce virus dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Ça va être maintenant la période des questions. Monsieur Dubé, au sujet du dépistage, votre gouvernement a dit non pour l'instant au déploiement d'une application de traçage. Compte tenu qu'on se trouve maintenant dans la deuxième vague, qu'on a des enjeux sur le traçage et de rejoindre particulièrement les jeunes, est-ce que, à votre avis, le moment est venu de déployer une genre d'application comme ça? Oui. Merci pour la question. Je pense que je pourrai compléter avec Dr. Arruda. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas vu le besoin. Il y avait un enjeu politique. Vous vous rappelez, le premier ministre avait dit, si j'ai une confirmation que l'opposition est d'accord, on va être beaucoup plus ouvert parce que ça suivait, rappelez-vous, la commission parlementaire qui avait été organisée par le ministre Kerr. Alors donc, ça, on va discuter avec les gens de l'opposition dans les prochains jours. Deuxièmement, ce qu'on voulait regarder, est-ce qu'il y avait une capacité d'avoir une version québécoise, si possible, mais qui donnerait les mêmes besoins. Ces discussions-là ont lieu en ce moment. Alors, la minute qu'on va avoir réglé l'aspect de l'opposition, puis si on était capable d'avoir une version québécoise, il y aura deux choix. Si la version québécoise n'est pas capable d'être installée assez rapidement, bien, on aura le choix aussi de prendre COVID Shield qui est disponible, mais qui a quand même besoin d'être attaché à notre système, je vais le dire comme ça. Mais on est en train de se préparer pour que, après discussion avec les gens de santé publique, là, il faut juste voir comment ça peut être arrimé et comment c'est complémentaire. Alors, les discussions des derniers jours, étant donné l'augmentation de nos taux, cette discussion est en train d'avoir lieu présentement. Très bien. Pour le code de couleur, parmi les critères là, pour passer au rouge, vous en avez énuméré certains, mais il y a entre autres là, la question du 10 cas par 100 000. Là. Et donc, là, la capitale nationale se trouve dans cette zone-là. Puisque quand on a appliqué le code orange, vous êtes laissé une certaine marge de manœuvre, par exemple, on n'a pas fermé les bars, tout ça. Est-ce que donc la prochaine étape est vraiment de passer au rouge ou on pourrait peut-être resserrer certaines mesures avant d'aller au rouge? Est-ce que ça, c'est une option ou la prochaine étape, c'est le rouge? Si oui, lesquels? Je vais laisser, puis je compléterai au besoin après. Tout à fait. Il faut comprendre que ce qui a été mis comme outil, c'est un outil de décision, mais il faut y ajouter, je vous dirais, l'analyse qui est faite spécifiquement dans la région, les épidémies, etc. Comme je le répète, tous les directeurs de santé publique, on se parle à tous les jours, puis on fait cette analyse-là qualitative par-dessus le chiffre du 10 par million.
Et on pense qu'à l'intérieur du palier orange, on pourrait avoir une deuxième vague de mesures, même une troisième si nécessaire, qu'on n'aurait pas prévu, parce que ça arrive dans les endroits qu'on n'a pas prévus, là. Donc, ça pourrait arriver avant d'aller effectivement au rouge. Puis, ce que je dirais, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. On pourrait, par exemple, ne pas être rendu à 60 cas par million, mais que le nombre d'éclosions, qui est dans le deuxième critère, soit si grand pendant quelques jours que les gens de santé publique nous fassent la recommandation d'aller plus vite sur une certaine région. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. Puis je pense qu'on le démontre en ce moment dans les analyses qui sont faites. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le ministre, Dr Arruda, vous avez dit tout à l'heure, notre système de santé est vraiment mis à mal par cette deuxième vague. Est-ce que vous pouvez nous faire, au jour d'aujourd'hui, là, une espèce d'état de la situation en termes d'effectifs? Combien d'effectifs il vous manque par des gens, par exemple, qui seraient en absence en raison de contamination à la COVID, etc.? On en est où? Et comment allez-vous remplacer ces gens-là, puisqu'il semble y avoir un problème de contingence, entre autres, avec les infirmières? Alors, je vous avais dit qu'on avait un enjeu dans le mois de septembre, particulièrement avec les infirmières, en raison des congés. Hein? On avait extensionné la période de congé jusqu'à la fin septembre, puis on avait les examens aussi. Donc, il y avait un enjeu temporaire. Puis, encore une fois, pour les deux bonnes raisons, je pense que c'était la bonne décision de laisser les infirmières aller se reposer, puis de permettre à celles qui avaient à passer leurs examens. Bon, maintenant, on fait un suivi quotidien du personnel qui manque. Rappelez-vous, dans la première vague, on a monté jusqu'à 12 000 personnes, et particulièrement du côté des préposés aux bénéficiaires, ce qui avait entraîné notre demande d'en avoir plus. En ce moment, on est plus aux alentours de 4 500, 5 000 personnes. On était baissé jusqu'à 4 000, puis là, on a à peu près une absence additionnelle là, dans les dernières semaines d'à peu près 400 ou 500 personnes. Là, je n'ai pas le chiffre exact, mais je suis pas mal dans le bon code régional quand je vous donne ça. Alors, c'est évident que, encore une fois, on n'est pas dans une zone où c'est dangereux. Pas du tout. C'est pas ça que je dis. Mais c'est que c'est très, très fragile. Puis ce qu'on veut pas retourner, M. Lacroix, puis ça, je vais le redire aux Québécois, c'est qu'à chaque fois qu'on doit faire du délestage, il y a quelqu'un qui en souffre. Puis s'il faut faire du délestage, puis c'est pour ça qu'on fait appel aux Québécois de venir nous aider, comme par exemple pour faire des tests, c'est que l'infirmière, si je ne l'ai pas pour faire des tests, je suis obligé d'aller la chercher à quelque part dans une salle, et c'est un patient qui ne sera pas traité. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est fragile, parce que je n'ai pas du personnel surnuméraire sur qui je peux compter lorsque le nombre de dépistages monte. En ce moment, ce n'est pas un enjeu pour traiter nos patients, mais en même temps, ce que j'aimerais, puis vous l'avez vu, on a dit qu'on avait la dernière fois préparé 6 000 lits de disponibles pour la vague. Là, on est beaucoup plus en train de travailler avec 2 000 lits au lieu de 6 000 pour une approche régionale. Pourquoi? Parce qu'on voudrait être capable de traiter le plus de patients possible qui sont hors COVID. Donc, ce que je dirais, c'est que plus on va être capable de garder notre système en vie, on va être capable de rattraper nos chirurgies et de traiter nos patients, de faire le dépistage en matière de cancer. Alors, c'est tout ça qui se tient ensemble, puis où les Québécois peuvent faire une différence en ce moment, je dirais, de respecter les règles sanitaires. Ma deuxième question, c'est pour Dr Arruda. Ce matin, les différents partis d'opposition ont présenté leur position quant à la possibilité que des policiers puissent avoir des pouvoirs élargis pour intervenir auprès privés. Parce que vous avez dit depuis un certain temps que c'était l'endroit qui vous inquiétait quand même le plus, là, avec les rassemblements, les soupers. Vous avez d'ailleurs baissé le nombre de personnes maximales. Est-ce que la santé publique pourrait recommander justement de donner des pouvoirs supplémentaires aux policiers pour leur permettre d'intervenir à l'intérieur de résidences privées, sans mandat? Il y a des discussions actuellement en cours entre la santé publique et la sécurité publique là,
puis la justice par rapport à ces éléments-là. Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, en santé publique, on est absolument des gens qui veulent convaincre plutôt que de contraindre. Mais quand un comportement va menacer la santé de d'autres personnes et qu'on a une règle claire, et que cette règle claire-là aussi permet aux policiers d'intervenir sur la base d'une recommandation de la santé publique, effectivement, on va pouvoir intervenir. Et on évalue, c'est actuellement là, en processus, si vous me permettez, parce que actuellement, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Les gens ont vu ce qui est arrivé dans la première vague, et actuellement aussi, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que les quelques récalcitrants donnent l'impression qu'on ne fait rien et que ceux qui se soumettent abandonnent leur comportement adéquat en tant que citoyens. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Juste avoir une précision là-dessus. C'est important, je pense. Là. Vous dites que vous êtes effectivement, vous êtes en cours de discussion là-dessus, donc ça s'en vient imminemment, là. Je vous dirais que ça s'en vient éminemment, effectivement, parce que il faut juste, à mon avis, vous comprendrez, quand on fait ce genre d'éléments-là, compte tenu des droits, des lois, de ne pouvoir entrer dans une maison sans mandat, là, ça fait appel à des changements. Mais dans un contexte d'urgence sanitaire où on parle de vie et de mort pour certains et que c'est associé à des comportements et qu'on dit aux gens de respecter certains comportements, je pense qu'il faut se donner les moyens de sévir. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous deux. On en a parlé, M. Arruda, et M. Dubé est au Trésor à l'époque, au niveau de la communication. Quand c'était à la distance, 1 mètre, 1,5 mètres, 2 mètres, on avait convenu ensemble que c'était du n'importe quoi. Dans les maisons, actuellement, les gens ne comprennent pas. C'est 6, c'est 8, c'est 2, c'est 12, c'est 15. Le message ne passe pas, M. Dubé. Est-ce que vous êtes en train de rater votre cible là-dessus? Bon, écoutez, est-ce qu'on peut améliorer la communication? La réponse est oui. Je pense qu'on a été très clair. Je pense qu'il y avait une raison. Peut-être, Dr Arruda, je veux vous laisser expliquer la raison qu'on est passé de 10 à 6, puis je ferai un commentaire pour ajouter s'il y a une précision à faire. Parce que je veux juste respecter la demande qui nous a été faite, M. Laforêt, par Santé publique, de passer de 10 à 6. Puis après ça, je ferai un commentaire pour être sûr que les Québécois comprennent bien c'est quoi la règle. La raison pour laquelle on est passé de 10 à 6, c'est qu'on reconnaît très bien que c'est dans le contexte familial, où le 2 mètres n'est pas respecté, où on devient une bulle, où on peut faire... Plus on a de gens qui proviennent de bulles extérieures ou de différents milieux, plus le risque augmente de façon importante. Et comme il y a une transmission communautaire très active actuellement, on considère qu'on doit baisser à 6. C'est ça qui est visé. Quand on ajoute des éléments de complexité, c'est qu'on essaye des fois d'aider certaines situations où le risque n'est pas tellement augmenté. Par exemple, 2 familles de 4, à cause qu'ils ont 2 enfants chacun, bon, le risque en mettant ces 2 familles de 4-là ensemble n'est pas le même que si on met, je dirais, 10 personnes ou 6 personnes provenant de 6 maisons différentes qui ont une vie différente, etc., et des contacts différents. Et c'est là qu'on a parlé du concept des 2 maisons ou 2 résidences ou 2 familles. Mais l'objectif qui est visé, là, c'est 6. Comprenez-vous? Et là, dans le fond, je vais vous dire honnêtement, si on voudrait être simple en termes de communication, on sort un seul chiffre. Fait que là, le chiffre à retenir, c'est 6. Puis actuellement, même, je vous dis, dans le contexte actuel, on a demandé aux gens de ne pas se rassembler de ce temps-ci. Même si, essayez d'éviter des soupers de gens qui sont à l'extérieur de votre maison pour essayer de rabaisser cette transmission-là. Monsieur le ministre? Alors, M. Laforêt, là, je suis pas en santé publique, là, je suis la personne qui va essayer de dire, moi, si j'avais un souhait, là, c'est que les gens retiennent 6 maximum, de ne pas se déplacer pour faire des parties, puis d'être capable de faire ce sacrifice-là pour les prochaines semaines, parce que c'est là que ça va faire une différence. Je vous le dis, là, les parties privées, on l'a vu, c'est pour ça qu'on a réduit dans les restaurants,
On a eu la même logique. On a dit, dans une table de restaurant, on veut que ça soit un maximum de 6 personnes. Alors, quelqu'un nous disait, oui, mais si vous faites 6 personnes au restaurant, puis c'est pas toute la même famille, bien, on a voulu être accommodant. On a dit, ça peut, en autant que c'est 6, ça pourrait être plus. Mais c'est pour être accommodant, mais le message, M. Laforêt, il est très clair. C'est 6 personnes. Évitez des parties, d'inviter vos amis qui ont à se déplacer pour aller à une soirée. Faisons quelques sacrifices dans les prochaines semaines. Je vous le dis, moi, au moment où on est, en ce moment, on peut faire une différence. Puis je serais tellement content, je suis tannant avec ça, mais je serais tellement content si on pouvait stabiliser ça au niveau actuel et même voir une descente dans les prochains jours. Alors, vous avez raison, la communication n'est pas parfaite. On va s'ajuster dans les prochains jours, puis vous faites bien de le mentionner, mais je pense qu'on doit expliquer aux Québécois qu'on veut trouver un compromis correct pour continuer à vivre, mais faire des sacrifices qu'on peut endurer. Donc, pour arriver à vos fins, ça vous prend des mandats pour entrer dans les maisons pour que les parties cessent? On l'a dit depuis le début qu'on ne peut pas intervenir dans une maison si le propriétaire ne nous laisse pas rentrer. Bon. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on est en train de regarder, puis vous penserez bien que c'est tellement délicat lorsqu'on vient avec les libertés individuelles, etc., qu'on prend toutes les... On demande toutes les ressources en ce moment dont le docteur Arruda a parlé. Puis dans les prochains jours, si on est capable de trouver une solution pour ça, on le fera. On n'aimerait pas aller là, mais s'il faut aller là, on va y aller. Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Donc, vous avez dit que vous en venez éminemment, vous voulez vous donner les moyens, vous voulez donner les moyens aux policiers d'entrer dans les maisons sans mandat. Est-ce que vous ne craignez pas de perdre l'adhésion de la population, même de donner une image d'État policier si vous faites ça? Écoutez, s'il y a bien quelque chose qui est clair pour moi, pourquoi vous pensez que ça... On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant? C'est que pour moi, c'est la dernière solution. Puis, on ne veut pas faire ça. Je crois que ce qui est déplorable, puis je le répète, là, même durant la première vague, les Québécois ils ont suivi les règles. Là, est-ce que c'est parce qu'il y a un écœurement, puis je pense que c'est peut-être le meilleur mot, on est tous un peu tannés, puis des fois, c'est peut-être parce qu'on est débonnaire un peu, puis qu'on se dit, bon, ben, on est en chum, puis c'est pas grave. Mais là, je pense que les gens réalisent, puis là, on les a fait, les analyses, dans les dernières semaines. C'est dans les parties d'amis que ça se fait, là. Alors donc, s'il faut aller là, on va y aller, mais je vais vous dire, notre gouvernement, on l'a dit, puis on va le répéter dans les prochains jours, je pense qu'on peut faire ça sans aller là. Mais si on est obligé d'aller là, si les chiffres ne se corrigent pas, si les cas ne se corrigent pas, on ne laissera pas notre système de santé se faire mettre à mal encore pour les mauvaises raisons. Voilà. Je veux revenir sur le restaurant où il y a eu un gros party, de la danse ce week-end à Laval. Allez-vous laisser faire ça? Je veux dire, les policiers se sont pointés, les gens ont cessé de bouger pendant quelques temps, puis se sont remis à danser ensuite. Le port du masque n'existait plus. Est-ce que vous allez rester les bras croisés devant ce genre de situation? Là, je vais décroiser mes bras, parce qu'au moment où vous me dites ça, j'ai croisé les bras. C'est pas très bon, hein? Je suis vraiment très agacé par ça. Et ce que j'aimerais vous répondre, c'est qu'on est sur le cas en ce moment, parce que, sans rentrer dans le détail, il faut que le geste qui est répréhensible soit signalé immédiatement aux policiers pour qu'ils puissent, après ça, travailler avec la santé publique. Ce que je vous dirais en ce moment, c'est que ce cas-là, il est sous analyse. Le docteur Arruda pourra vous le confirmer. Mais je vais retenir mes commentaires, mais je vous dirais que c'est inacceptable comme comportement de citoyen, d'attendre que les policiers s'en aillent pour recommencer à faire le party. C'est inacceptable. Ça, c'est pas le genre de comportement qu'on s'attend des Québécois dans une situation de crise
où on est en guerre contre un virus, puis qu'on se dit, bien, je vais repaiser sur l'accélérateur, je vais retourner à 160 km à l'heure parce que je viens de passer le radar. C'est tout à fait inacceptable. On va trouver sûrement la façon de prendre ces gens-là en défaut. C'est tout. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, M. Dubé. Je veux revenir sur la situation dans les centres pour personnes âgées, publics ou privés. Vous disiez tout à l'heure que c'est pas l'endroit où c'est le plus chaud en ce moment. Par contre, quand on regarde sur le site du ministère, il y a quand même plusieurs établissements qui sont sous surveillance. Certains sont même dans la catégorie critique. On a vu ce qui s'est passé à Laval, où il y a la moitié des résidents d'une unité qui ont été infectés. Plusieurs ont été hospitalisés. Lors de la première vague, on disait que c'était à cause du manque de personnel, manque d'équipement de protection. En théorie, ces problèmes-là sont réglés. Donc, est-ce que, même si c'est pas aussi pire que ça a déjà été, c'est quand même pas inquiétant de voir qu'il y a quand même plusieurs établissements dans une situation de surveillance, qu'on constate qu'il y a déjà dans certaines résidences des éclosions importantes? Puis probablement que le Dr Arruda peut compléter. Là, je vais commencer sur celle-là. On a en ce moment un certain nombre d'unités où je pourrais vous dire que essentiellement c'est ce qu'on appelle une contagion communautaire qui est rentrée, soit par un employé ou par un visiteur. Puis ce qu'on est en train de s'assurer, puis là on le fait depuis 2 semaines parce que je peux vous dire que cette liste-là on la suit tous les jours, c'est qu'on s'assure que dans tous les cas que le système de prévention et de contrôle des infections qu'on a mis en place avec un responsable local est fait. Parce que on peut avoir tout fait correctement. Est-ce que c'est dans la ventilation? Est-ce que quelque chose qu'on n'a pas vu qui se passe? Je donne l'exemple de Lambton. Là. Lambton, c'est un de ceux là, qui se développe en ce moment, sur lesquels on travaille depuis quelques jours. Là, on a renvoyé une autre équipe. Ce qu'on veut s'assurer dans ces cas-là, on n'avait pas ce genre d'équipe-là avant. Là, on veut dire, est-ce que c'est parce que moi, ce que je veux m'assurer, c'est est-ce que le PCI, le système de prévention et contrôle des infections, a été suivi? S'il a été respecté, puis que les gens ont fait leur travail, ben, je n'ai pas d'enjeu avec ça, parce que c'est sûr que le virus, il est virulent, il est sournois, mais ce que je voudrais m'assurer, puis on va être capable d'avoir ces équipes volantes-là, qu'on va les voir d'ailleurs, il y en a là, qui rentrent à celui de Lambton, là, celui qui nous inquiétait en ce moment. C'est pas un gros, c'est une quarantaine de places, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont infectés. Je vous dis, on a même pensé à sortir les gens, mais on s'est fait dire en termes d'opinion qu'on créerait peut-être plus de tort à ces gens-là si on les sortait, donc on les isole. Mais pour répondre à votre question, il va en avoir toujours. Il va toujours en avoir, c'est malheureux, mais en même temps, c'est comment on peut contrôler l'éclosion avec nos équipes. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on a un cas, on s'assure que le PCI a été suivi, puis que si malheureusement on l'a échappé ou que quelqu'un a fait la transmission, bien là, on s'assure qu'il y a des discussions qui sont faites avec ces gens-là, mais il va en avoir. Mais je peux vous dire qu'on les suit tous de très, très proche. D'ailleurs, je le répète pour que tous les Québécois soient au courant, cette liste-là est disponible sur notre site Web, alors de pas hésiter à aller la voir. On est très transparent par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais vous entendre concernant les propos du PDG du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, qui, dans une entrevue, a mentionné que la COVID n'était pas vraiment plus dangereuse que la grippe saisonnière. Est-ce que ça vous inquiète d'entendre de tels propos de la part d'un dirigeant de CIUS? Et lorsque vous parliez de rendre les dirigeants d'établissements plus imputables, est-ce que ça s'applique dans ce cas-ci? Je vous laisse répondre, Dr Arruda. On veut vous entendre, vous aussi. Vous voulez m'entendre, moi? OK. Bien, premièrement, je pense que ces propos sont erronés. Moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir une discussion avec lui pour comprendre la teneur exacte de ses propos. Puis, je pense que c'est complètement inapproprié dans le contexte qu'on vit en ce moment. Avec ce que les Québécois ont connu, là, avec plus de 5000 morts dans la première vague, de comparer ça à une vilaine grippe, là, j'ai un très gros problème avec ça. François Carabin, Métro. Bonjour, monsieur. Monsieur Dubé, plus tôt dans votre allocution, vous avez évoqué le fait qu'il a fallu faire des déplacements d'infirmières déjà.
l'un des gros problèmes durant la première vague, et vous l'avez admis, c'est qu'il y avait eu beaucoup de déplacements entre CHSLD. Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer ce problème? Je vous arrête tout de suite, là. Là, je suis en train de dire qu'on a pris des infirmières pour aller faire du dépistage qui ne partaient pas de zone rouge ou de zone chaude, là. On est obligé d'arrêter soit des salles d'opération ou soit des infirmières qui pourraient faire autre chose en ce moment, puis les envoyer faire du dépistage. On n'est pas du tout dans le même genre de choses, là. Il n'y a pas de danger de PCI. Je reviens toujours avec la prévention des infections. On n'est pas du tout dans le même registre. Si c'est ça que vous avez compris, je me suis mal expliqué. C'est pas ça du tout. On n'est pas... Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Il n'y a pas eu de déplacement entre hôpitaux? Bon, sur les hôpitaux, je vais le vérifier. Si vous avez des cas, puis vous voulez que je le vérifie, mais je ne crois pas en ce moment qu'il y en a. Maintenant, je le répète, je fais un appel à toutes les semaines avec les PDG pour s'assurer que les règles, rappelez-vous, dans le plan qu'on a demandé, que d'ici le 30 septembre, les gens s'assuraient qu'il n'y avait pas de transfert. La seule exception qu'il y avait, c'était pour les infirmières, en autant qu'on expliquait que je reviens à mon PCI, que les règles de prévention et contrôle des infections étaient suivies. Alors, j'ai pas eu encore de demande à cet effet-là, mais c'est sûr qu'on va suivre ça parce que ça a été le principal enjeu. On travaille sur ça. Docteur Arruda, j'aimerais vous entendre. Il y a des leaders religieux ce matin qui se plaignaient du fait qu'on soit passé à 25 personnes dans les lieux de culte versus... en fait, on reste au même niveau dans les salles de spectacle, par exemple. J'aimerais juste savoir le raisonnement derrière ce système un peu à double vitesse, si on veut. Je vais répondre à vos questions, mais avant, je voudrais faire un correctif sur ce que j'ai dit tantôt sur les mandats et rentrer à l'intérieur des maisons. Là. N'étant pas un avocat, ce que je voulais dire, c'est que les policiers vont pouvoir faire des constats, là, mais rentrer dans la maison comme pour faire une fouille, etc., là, c'est pas du tout de la même nature. C'était question de remettre des constats. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, remettre des constats quand on peut observer que tant de nombre de personnes. Là. Je voudrais juste... Ben, c'est ça. Je retire mes paroles parce que vous comprendrez, là, je ne suis pas un avocat, je suis un médecin. Et pour moi, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une façon de s'assurer que le CIS est respecté dans des maisons sur la base de plaintes ou de d'autres types d'interventions. OK. Je vais devoir intervenir. C'est pas tout à fait clair. La question était précise tantôt. Est-ce que la santé publique souhaite que les policiers puissent entrer dans les résidences privées lorsqu'ils soupçonnent un rassemblement de plus de 6 personnes de 2 bulles? Là, la question, c'est on souhaite qu'il y ait des constats qui soient donnés aux personnes comme telles, mais est-ce qu'il faut rentrer dans la résidence? Ça, c'est pas ça que... Moi, je suis pas dans le moyen technique légal qui est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a des discussions. Mais nous considérons qu'actuellement, quand on ne respecte pas les consignes de santé publique qu'on a abaissées à 6, qu'il doit y avoir une pénalité qui soit offerte selon la modalité qui est adéquate. Vous comprendrez que moi, mon expertise n'est pas de savoir quels sont les droits et qu'est-ce qu'on peut faire en termes légaux. C'est pour ça que le travail se fait en discussion entre la santé publique, la justice et la sécurité publique. OK, donc la santé publique ne participe pas à ce débat-là. Nous participons au débat par rapport à la finalité, mais le moyen exact, c'est pas nous qui avons l'expertise. Je redonne la parole à François Carabin pour reposer sa question, puis on va devoir y aller un peu plus rondement puisque la période des questions est dans 10 minutes. J'aimerais juste connaître le raisonnement derrière ce système qui fait en sorte que les lieux de culte passent à 25 personnes maximum, alors que certains lieux de rassemblement ne le font pas. Des discussions ont déjà eu lieu avec les groupes interreligieux depuis le début de la pandémie, donc je voudrais clarifier ça. La raison pour laquelle la différence est dans le fait que, premièrement, dans la littérature, on reconnaît très bien que les cérémonies religieuses sont des génératrices de cas, beaucoup plus que les théâtres ou etc., là, compte tenu du fait que durant la cérémonie, il peut y avoir des rapprochements,
des communions, et aussi dans une église, c'est un lieu social de rencontre, et souvent en parallèle avec la cérémonie comme telle, il y a des contacts entre les individus. Ce qui est très différent d'aller dans un spectacle, par exemple à la Maison symphonique, où on s'installe, on voit le spectacle, on enlève notre masque, on est à 2 mètres de distance et on ressort. Absolument, on ne fait pas de rassemblement ou de fête consécutive à ça. On aura l'occasion de discuter avec le groupe interreligieux pour leur expliquer clairement la situation. Cathy Sonnet, CBC News. Good afternoon. Bonjour. Pendant la première vague, le Québec est en tête de file avec le nombre de cas et le gouvernement Legault et la santé publique nous expliquaient que la relâche scolaire était plus tôt qu'ailleurs. Avons-nous une explication maintenant pour le comportement de la deuxième vague, car nous sommes encore en tête de file avec le nombre de cas? Qu'est-ce qui tourne par rond au Québec cette fois-ci? Réponse. Moi, je dirais que c'est relié à notre façon de vivre qui pourrait être différente. Je pense que les gens du Québec ont été vraiment respectueux des consignes dans la première vague. Le confinement a été bien respecté, presque mieux qu'ailleurs dans le monde. Pour l'instant, la dynamique, c'est que le virus est présent partout. Alors, quand il y a un contact avec la communauté, il y a un risque d'éclosion. Les éclosions sont contrôlées, mais le fait des rassemblements sociaux plus fréquents au Québec pourrait être un facteur d'explication. Il y a également peut-être des différences dans le signalement des cas, le niveau de signalement. Ce sont toutes des hypothèses. Je n'ai pas la vraie raison avérée, mais c'est probablement une combinaison de ces facteurs. Question. J'ai vu l'entrevue avec le Dr Rosenberg à la télévision. Il a dit que la COVID n'était peut-être pas beaucoup plus dangereuse que la grippe. C'était très spontané, très naturel. Est-ce que cela risque de susciter un ressac au gouvernement quand quelqu'un à la tête d'un CIUS dit cela aux Québécois? Réponse. J'ai dit tout à l'heure en français la même chose que je dirais maintenant. Premièrement, je pense que c'est erroné. Je ne l'ai pas entendu moi-même le dire, manifestement. Cela m'a été rapporté et j'ai demandé à notre personnel de rencontrer pour comprendre exactement ce qu'il a dit et à quoi il songeait. Nous avons tous et toutes nos opinions personnelles, mais je crois que c'est inapproprié. Mais je dois vraiment aller à la source, quel a été le contexte, et il nous faut en parler ensemble. Question. Bonjour. Maintenant que nous sommes dans la deuxième vague et que nous voyons cette augmentation de cas de jour en jour, allez-vous revoir votre décision à exiger des jeunes à porter ou non le masque en salle de classe? Réponse. Nous allons revoir nos décisions en permanence pour s'assurer que nous puissions protéger nos concitoyens. Jusqu'ici, les éclosions scolaires n'ont pas été au seuil de changement de stratégie. Si la santé publique jugeait le seuil franchi, eh bien, nous nous ajusterons. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment constaté de raison pour changer notre fusil d'épaule. Question. Les partis d'opposition, ce matin même, disent que... Je dois voir l'opposition d'ailleurs, soit dit en passant, vous le savez, hein, ça... C'est à 2 heures. Ils disent que les codes couleurs sont insensés puisque les mesures pour chaque couleur ne sont pas très bien expliquées. Il y a la zone rouge et orange. Ensuite, il y a la couleur de sienne, les couleurs écarlates. On y voit vraiment qu'un tourbillon. C'est la confusion vraiment sur cette histoire des couleurs. Le message n'est pas clair.
Que dites-vous à cela, Monsieur le ministre? Pourriez-vous clarifier la situation? Réponse, oui, à tous les jours nous clarifions, madame. Les gens doivent comprendre que nous sommes dans un contexte dynamique, fluctuant, changeant. Cette guerre contre le virus n'est pas chose facile, croyez-moi. J'ose croire que les gens comprennent qu'il nous faut agir très rapidement pour protéger la vie humaine. Et quand il faut corriger le tir, sachez-le, ça sera sur le champ. Question. Pourquoi la deuxième vague est plus dure pour les hôpitaux que la première? Réponse. Car les gens sont fatigués. Nos employés sont épuisés. Il a été difficile, on leur a donné des vacances, mais cela n'a pas suffi. Je pense qu'il nous faut les protéger. Et j'estime que quand vous avez une situation difficile que vous avez subie pendant longtemps, tôt ou tard, il faut pouvoir espérer une fin. Mais on ne sait pas pour l'instant. Donc je crois qu'on peut comprendre que nos ressources... Question. Mais vous demandez des dentistes maintenant qui viennent aider. De nouveau, vous semblez être à court de personnel pour cette deuxième vague. On aurait cru que cela aurait été corrigé. Réponse. Je crois que pour le dépistage, nous avons compris que nous ne pouvons pas dire aux gens qu'ils ne peuvent pas être testés. Moi, j'ai expliqué les priorités cette semaine. Mais si j'avais le choix, quand les gens disent « moi, je veux être testé car ils se sentent nerveux », je crois qu'il est important qu'on puisse leur offrir le choix et le droit d'être testés. Question. Mais pourquoi il y a cette pénurie dans le système de santé, voyons? Réponse. C'est parce qu'il faut s'assurer que, par exemple, dans les chirurgies, que nous puissions rattraper le retard. Il y a des arrérages foudroyants, vous savez. En chirurgie, ce n'est qu'un exemple. Mais si j'ai une autre vague, je ne peux pas me consacrer à rattraper le retard en chirurgie, ne serait-ce qu'en chirurgie. Il faut donc demander aux gens de nous aider. Il reste 45 secondes pour rebasculer en zone francophone. Rapidement, Olivier Bossé. Oui, M. Bossé. De ramener les retraités, là, autant on en a parlé dans les écoles, c'est pas d'exposer une population qui est théoriquement plus à risque, de les ramener puis de prendre plus de risques que ces gens-là l'attrapent et qu'ils soient plus malades, puis... Ça va être notre travail de s'assurer qu'il y a un système de prévention des contrôles des infections qui est très fort. Ce qu'on a réussi à faire dans les derniers 6 mois, c'est d'apprendre à bien gérer ça. Alors, ça sera à nous de mettre en place le système de prévention qu'il faut faire. Au Québec, là, vous le disiez, le comportement est différent. Êtes-vous capable d'identifier, c'est pas juste une soirée de karaoké qui a tout causé ça? Pourquoi ça se passe? Bien, c'est parce que, je vous donne l'exemple, là, je ne reparlerai pas de karaoké aujourd'hui. Non, mais il doit y avoir d'autres. Mais il y en a d'autres. Je vous le dis, là, en termes de... Je vais être très clair, je n'ai pas parlé aujourd'hui. Dans les 2 derniers jours, on est passé de 175 éclosions actives à 250. En 2 jours, il y a eu 75 éclosions additionnelles qui sont encore en cours dans les 16 régions. Alors donc, ça veut dire que dans certaines régions, c'est 10, 15 éclosions par jour de plus. Ça, si c'est pas assez, là, et c'est pour ça que je vous ai dit que ça, c'était notre 2e critère, puis on va trouver une façon dans les prochains jours de le dire à tous les jours, pour que les gens comprennent qu'une éclosion peut avoir, comme dans le cas du Kerouac, un impact sur 80, 90, 100 personnes. Fait qu'à chaque fois que j'ai une éclosion supplémentaire, c'est tout le personnel de la santé qui est mis à mal. C'est ce qui me fait au point de presse. Merci à toutes et à tous. Oh, je dois mettre... Christian Dubé, le ministre de la Santé, et Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, mettent fin donc à leur point de presse. M. Dubé va s'en aller à la période de questions. En gros, une annonce aujourd'hui.